sont à l'origine des Anonymous et ils ont incité des millions d'adolescentes à s'automutiler. Aujourd'hui, on va parler de 4chan et comment c'est à la fois un monument d'internet et un des pires sites qu'on peut y trouver. 4chan, ça a été créé par Christopher Poole, qu'on connaît aussi sous le nom de Moot, le 1er octobre 2003. Le mec avait 15 ans quand il a créé ce truc. Il était au lycée. Poole, c'est un grand fan d'animé, donc au départ, 4chan, c'était un réseau d'échange d'images en lien avec tout ça. Les mangas, les animés et l'ensemble de la culture japonaise. C'est une sorte de regroupement de différents forums de discussion et d'échange de fichiers, discussions qui sont rangées dans ce qui s'appelle des boards. C'est Poole lui-même qui gérait le site jusqu'en 2015. D'ailleurs, il a accumulé à un moment donné une dette de 20 000 $ à cause du coût de l'hébergement. Et c'est pas étonnant parce que 4chan revendique 20 millions de visiteurs uniques et 540 millions de pages vues par mois. C'est des chiffres vraiment impressionnants, mais il faut quand même avoir en tête que 4chan est maintenant moins populaire que certains autres sites similaires. Aujourd'hui, 4chan a été rattrapé par Reddit, qui est le 18e site le plus populaire aux États-Unis et le 50e à l'échelle mondiale. Ce qui est d'autant plus impressionnant parce qu'il n'existait pas encore au moment de l'apogée de 4chan. 4chan, c'est connu pour être un endroit où les utilisateurs peuvent partager librement des images, des mèmes et des discussions qui seraient pas forcément adaptées sur d'autres plateformes plus traditionnelles parce que, on y vient et c'est le point le plus important, c'est anonyme. Il n'y a pas besoin de s'inscrire sur le site pour y poster des trucs ou pour réagir à des contenus. Mais niveau démographique, on sait que les utilisateurs sont en grande majorité des mecs et plutôt jeunes type adolescents. Comme 4chan a sa propre culture, ses traditions et ses blagues internes, cette liberté elle a fait naître tout un tas de trucs très drôles qui font partie intégrante de la culture web aujourd'hui, mais ça a aussi donné des trucs moins cool parce qu'au départ il n'y avait pas de modération et qu'évidemment quand on fout plein d'humains ensemble sans leur donner de limites, il y a forcément des dérapages et on va y revenir. Au démarrage, 4chan ne comptait que deux sections, /A dédiées aux discussions sur les animés et /B qui concernent tout le reste. Aujourd'hui le site propose de nombreuses autres sections, mais la /B est toujours la plus populaire. En fait c'est un peu l'épicentre de la culture associée au site. C'est la section /B qui a rendu populaire 4chan comme on peut le lire dans beaucoup d'articles de presse. /B ressemble à l'intérieur des toilettes d'un lycée, à une ligne téléphonique obscène, à un blog sans article où tous les commentaires sont remplis d'argot que vous êtes trop vieux pour comprendre. Bref, c'est un monde dans lequel les boomers ne se retrouvent pas trop. Le board /B est censé être interdit aux moins de 18 ans et c'est sur cette section du site que naissent la plupart des mèmes qui font le tour d'internet. Pour vous donner quelques exemples un peu à la con, les lolcats sont nés sur /B pendant Catterday, une tradition hebdomadaire où les utilisateurs postaient des photos de chats sur la section. Les rage comics ont aussi vu le jour sur /B et bien sûr la tradition du rickroll vient aussi de là-bas. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur ce phénomène et son origine. Je vous en parle à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Mais parfois, il y a aussi des sacrés dérapages. Par exemple, les utilisateurs de /B, qui sont aussi appelés parfois les bastards, se sont emparés d'une affaire assez grave en mai 2006, le suicide de Mitchell Anderson, un adolescent de 12 ans originaire du Minnesota, suite à une publication concernant sa mort sur MySpace. Les raisons de son suicide ne sont pas connues, mais quelqu'un sur MySpace a parlé de la perte d'un iPod, et évidemment, ce type d'anecdote plaît beaucoup aux trolls de 4chan, qui ont trouvé ça hilarant et ont décidé de faire tout un tas de mèmes et de montages vidéo. C'est monté crescendo, des gens sont allés prendre des photos de sa tombe avec un iPod à côté et ils ont même été jusqu'à harceler ses parents avec des appels téléphoniques. Ils auraient aussi harcelé à de nombreuses reprises une fille de 11 ans qui s'appelait Jessica Slaughter, qui faisait des vidéos sur YouTube avec sa webcam comme ça se faisait à l'époque, et c'est allé très très loin parce que les utilisateurs de 4chan ont réussi à retrouver le numéro de téléphone et l'adresse de Jessica et c'est devenu de pire en pire. Elle a reçu des menaces de mort, ce qui a fait péter les plombs à sa famille. You bunch of lying, no good punks, and you've been reported to the cyber police. La maison de Jessica était surveillée par les flics et tout le bordel. C'était il y a 12 ans et c'était l'un des premiers vrais cas de cyberharcèlement à faire autant de bruit. À l'époque, c'était tellement nouveau qu'on pouvait pas savoir à quel point c'était flippant. Et on savait pas trop démasquer des utilisateurs anonymes. En 2008, quand Sarah Palin était la gouverneure de l'Alaska et candidate à la vice-présidente des États-Unis, elle a été victime d'un piratage et plein de ses mails ont fuité. L'auteur présumé, c'était un étudiant du Tennessee qui s'appelle David Carnell. Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Carnell a réussi à accéder au compte de messagerie Yahoo de Sarah Palin en utilisant des informations personnelles qu'il avait trouvées en ligne. Cette histoire, elle a suscité beaucoup d'attention de la part des médias parce que dans ces emails, évidemment, il y avait des discussions privées et donc des détails sur la vie personnelle et politique de Sarah Palin. Ce qui avait fait scandale, c'est surtout que des mails politiques étaient envoyés depuis cette adresse personnelle et ça, c'est pas légal. En fait, les échanges politiques officiels de tous les élus américains doivent se faire depuis des boîtes mail spéciales parce que c'est interdit de dissimuler ou de supprimer quoi que ce soit. Bref, pour en revenir à 4chan, une partie des emails piratés de Sarah Palin a été diffusée sur la plateforme et c'est David Carnell lui-même qui s'est chargé de cette publication. Mais ce qui est très drôle, c'est que du coup, Moot, le créateur de 4chan, là, il est passé au tribunal pendant le procès de Carnell, évidemment. Et alors là, c'était lunaire comme moment. Parce que les avocats lui ont posé plein de questions sur le vocabulaire utilisé sur 4chan, qui n'avait absolument rien à voir avec l'affaire. Et il a dû expliquer à une bande de boomers dans un tribunal ce que c'était qu'un JPEG, donner la définition d'un troll et d'une erreur 404. 2008, c'est aussi une grosse année pour 4chan parce que c'est aussi la naissance des Anonymous. En fait, en 2008, un groupe d'utilisateurs de 4chan a lancé une campagne en ligne qui s'appelle
s'appelait Project Chanology. C'était un projet dirigé contre l'église de Scientologie. Le collectif en ligne qui a mené cette campagne a commencé à se faire appeler Anonymous, en référence au fait que sur 4chan, tout le monde est anonyme par défaut. Ils ont repris ce nom pour mener d'autres opérations et des campagnes en ligne contre des gouvernements, des entreprises ou encore des groupes extrémistes. Par la suite, ils sont plus du tout limités à 4chan et Anonymous est devenu une force à part entière, s'organisant sur d'autres forums et des canaux de discussion IRC en plus de /B. Parmi leurs cibles, on a eu les policiers impliqués dans la répression d'Occupy Wall Street, des réseaux pédophiles et de revenge porn, les sociétés de cartes de crédit et autres institutions financières qui ont refusé de collaborer avec Wikileaks, ou encore les violeurs de Steubenville dans l'Ohio. Pour ça, ils utilisent toujours évidemment Internet pour faire circuler des vidéos qui dénoncent ou pour organiser des attaques en ligne. Toujours en 2008, des utilisateurs se mobilisent ensemble pour faire circuler une fake news de grande ampleur. L'annonce que Steve Jobs venait de mourir d'une crise cardiaque. La nouvelle s'est assez vite répandue sur les réseaux sociaux et c'est allé très loin parce que les actions d'Apple ont chuté, faisant perdre environ 5 milliards de dollars à l'entreprise californienne. Bon, c'était pas leur première tentative dans le genre, mais ce qui est drôle, c'est que cette fois-ci, les médias sont complètement tombés dans le panneau. En 2012, Trayvon Martin, un adolescent noir de 17 ans, se fait tirer dessus à Sanford, en Floride. L'auteur du crime est un certain George Zimmerman, un habitant du quartier qui était membre d'une patrouille de surveillance bénévole. Sa mort va faire le tour du monde, elle va soulever tout un tas de débats, et quelques temps après ce meurtre, un groupe suprémaciste blanc dirigé par un certain Clan Clanon a réussi à pirater le compte Facebook et la boîte mail de Trayvon. Clan Clanon a posté des captures d'écran de ses trouvailles sur un board 4chan, pas le /B cette fois-ci, c'était /Paul pour politiquement incorrect, une version encore pire de /B. Bon, bien entendu, c'était pas seulement pour partager des infos privées qu'il a fait ça, mais pour soi-disant prouver que le jeune homme méritait de se faire tuer. Quelques années plus tard, en 2013, des internautes lancent un troll sur le forum /B en direction de Justin Bieber avec un mème un peu violent suivi d'un hashtag Cutting for Bieber ou Je me coupe pour Bieber en français. Ce mème, il va être partagé sur des dizaines de milliers de faux comptes avant d'inonder Twitter. Pour vous résumer un peu le contexte, en gros, Justin Bieber avait publié des photos de lui en train de fumer de la beuh qui avait fait la une de la presse People, et donc le hashtag est né en réaction à ça. Comme si des ados se sentaient trop mal de voir leur idole se détruire avec la drogue. C'était de l'humour noir pour parodier les fans très hardcore de Bieber, mais malheureusement, comme beaucoup de conneries qui ont démarré sur 4chan, c'est devenu viral très rapidement, et ça a malheureusement été pris au sérieux par les médias et les fans, et donc des vrais fans de Bieber, qui se sont mis à se scarifier pour rejoindre la trend. Bon, en 2014, des centaines de photos intimes et privées de plusieurs célébrités, dont Jennifer Lawrence, ont été divulguées sur Internet sans leur consentement. Cet événement, il a été renommé le Celebgate ou le Fappening. Alors pour les 3 boomers au fond de la salle, c'est la contraction de Fap qui veut dire se branler et de Happening qui veut dire un événement qui est en train de se passer, quoi. Les photos, elles venaient directement des comptes iCloud des célébrités qui avaient été piratées et le mec à l'origine de ça proposait de vendre les photos qu'il avait contre des bitcoins. Les photos ont ensuite été publiées sur 4chan et à peine 3 semaines après, boum! Deuxième round, Jennifer Lawrence se retrouve à nouveau dans une situation similaire avec des photos d'elle à poil qui circulent sans son accord sur Internet. Et elles seront encore une fois publiées sur 4chan avant de faire le tour d'Internet. Cet incident, il a fait beaucoup de bruit dans les médias parce que ça a soulevé des questions sur la vie privée, la sécurité en ligne et la violation des droits des individus. Les personnes à l'origine de la publication, elles ont été identifiées et poursuivies en justice quand même. Et depuis, certaines mesures ont également été prises pour renforcer la sécurité sur Internet et sensibiliser à l'importance de la protection de la vie privée. D'ailleurs, bon, petite parenthèse ici, juste pour vous rappeler que partager des photos de gens à poil sans leur consentement, c'est une violation de leur vie privée et c'est évidemment complètement con en plus d'être illégal. Et aujourd'hui, ça a un nom, ça s'appelle du revenge porn et de nombreux pays ont introduit des lois pour protéger les victimes de cet enfer sur Terre. Les détails spécifiques de ces lois et honnêtement leur efficacité, elles varient un peu d'un pays à l'autre, mais elles ont des caractéristiques communes comme le fait de rendre illégal le fait de publier du contenu intime sans le consentement de la personne, des sanctions pour les coupables et surtout des outils de protection judiciaire pour les victimes de cette horreur. Bref, toujours en 2014, cette fois-ci on va s'attarder sur Shia LaBeouf qui a lancé un projet artistique qui s'appelle He Will Not Divide Us. C'était un projet en collaboration avec les artistes Nasja Sad Ranko et Luke Turner, dont l'objectif était de protester contre l'élection de Donald Trump en installant une caméra qui filmait en live 24h/24 devant le Museum of the Moving Image à New York, et en filmant des participants qui répètent la phrase He Will Not Divide Us. He will not divide us. He will not divide us. Tout le monde était invité à participer et ce projet a évidemment attiré l'attention de certains utilisateurs de 4chan qui ont vu l'occasion de perturber l'événement, en partie en soutien à Trump, mais majoritairement juste pour faire chier Shia LaBeouf et foutre le bordel parce que c'est rigolo. Du coup, ils y sont allés nombreux pour faire n'importe quoi devant la caméra. Il y a des gens qui sont venus chanter, se battre, réciter des répliques de films, montrer leur cul et il faut le dire parfois tenir des propos racistes et antisémites parce que pour rappel, on est face à des gens qui ne savent pas se tenir. Enfin bref, ça devient ingérable, comme si le forum en ligne avait débordé sur la réalité. C'était un délire à voir en direct à l'époque. Jusqu'au jour où Shia craque et se bat avec quelqu'un devant le musée.
Du coup, le musée en question, il est contraint de fermer l'exposition prématurément par mesure de sécurité et le projet déménage à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et bon, c'est compliqué là-bas aussi, notamment à cause de la guerre des cartels de drogue, donc l'expo va aussi fermer là-bas dès la première semaine. Mais Shia, il refuse de lâcher l'affaire, il va revenir avec une idée brillante, faire un live sans montrer personne, uniquement avec un drapeau filmé 24h/24 avec le message You will not divide us. Ce drapeau, il est planté dans une localisation secrète et il se dit que comme ça, il y aura pas de problème. Mais il se rend visiblement pas compte que les gens sur internet ont du temps à tuer et ils ont en plus grandi avec le jeu vidéo, ce qui fait qu'ils aiment beaucoup les challenges. Du coup là, il est pas seulement face à des partisans de Trump et des trolls, mais aussi face à toute personne en recherche d'une activité sympa pour occuper leur temps libre. Évidemment, la localisation du drapeau a été trouvée grâce à l'analyse de plusieurs détails, parce qu'on voyait le ciel, ce qui a permis d'analyser les conditions météo, la position des étoiles, les avions, et grâce à une photo de Shia publiée sur Twitter par une serveuse d'un restaurant de Greenville, notre bande de débiles complets, là, ils ont fini par trianguler la position exacte du drapeau. C'est l'opération de renseignement spontané la plus impressionnante qui ait jamais été faite, ça a pris 24 heures. Mais trouver le drapeau, c'est qu'une première partie de la mission. La vraie mission, c'est de le capturer. Alors les gens ont continué à chercher un moyen d'emmerder le monde en utilisant les images satellites pour trouver le meilleur chemin d'arriver au drapeau sans être vu. Et au milieu de la nuit, quelqu'un a rampé jusqu'au drapeau et a réussi à le remplacer par un t-shirt Pépé la Grenouille, qui est un peu le même original du forum, et une casquette Make America Great Again. Alors après ça, ils se sentent invincibles, évidemment. Donc on va avoir une pluie de mèmes qui inonde le web célébrant la victoire de 4chan. Shia décide de délocaliser une nouvelle fois le projet, cette fois-ci ce sera en Angleterre, à Liverpool. Le drapeau va être placé sur le toit d'un musée devant lequel patrouille une grosse équipe de sécurité. Et ça s'arrête là, c'est faux. Les gens se sentent à nouveau challengés. Il y a des gens qui tentent d'escalader jusqu'au toit du musée, d'autres qui mettent au point des projets de tirer sur le drapeau avec un arc et une flèche enflammée. Enfin bref, c'est le bordel et ça marche pas. Parallèlement à ça, sur 4chan, d'autres voix commencent à s'élever pour défendre Shia. Du coup, ça lance une espèce de guéguerre entre la team qui veut défoncer le drapeau et les autres, mais finalement, les anti-Shia parviennent à monter sur le toit du musée en passant par l'immeuble d'à côté. Sauf que ces imbéciles qui tiennent au courant les gens sur un thread 4chan en temps réel avaient oublié de prendre des ciseaux et du coup, ils ont pas pu enlever le drapeau. Tant d'efforts pour juste ça. L'exposition sera à nouveau annulée et sur internet, les gens se marrent toujours beaucoup. Ils en ont même fait une chanson. Ah, j'ai oublié de préciser qu'au milieu de tout ça, il y a un studio de design suisse qui a tenté de soutenir le projet en créant une version virtuelle du drapeau pour le planter dans le métaverse, zéro blague, mais sauf que c'est ultra con comme idée parce que attaquer des sites et des plateformes web, c'est un peu ce que les gens de 4chan font le mieux. Dans la foulée, Shia, il ne baisse pas les bras. Et il va faire une ultime tentative, planquant le drapeau dans une maison épinglée sur un mur blanc. Là, il n'y a pas de ciel bleu, pas de vrais indices, juste le drapeau sur un mur. Alors ça y est, 4chan a été battu, c'est faux! Ça va pas décourager les membres de 4chan qui vont remarquer en effet des changements de lumière qui leur fait dire que c'est la lumière extérieure. Et en les décortiquant par rapport à la baisse de luminosité, ça leur permet de calculer le fuseau horaire sur lequel est le drapeau. Et ils se rendent compte rapidement que le drapeau est à nouveau en Angleterre. Après à peine 3 heures de recherche, ils trouvent que l'emplacement du drapeau est chez Luke Turner, un des artistes qui soutient le projet. Mais ils vont rien faire de plus parce qu'ils peuvent pas entrer chez lui, ce serait une agression. Quelques mois vont passer sans qu'il se passe plus rien du tout. Et puis Turner va recevoir un appel. Le drapeau est déplacé à Nantes, en haut de la tour Lu. Et là, bien sûr que nos andouilles préférées vont essayer d'aller l'attraper. Mais attendez, vous savez pas comment, puisque ces trous du cul professionnels vont envoyer un drone lance-flamme en pleine nuit. C'est incroyable, mais ça ne fonctionne pas parce que le drapeau était ignifugé. Donc impossible qu'il prenne feu. Shia avait prévu tout. Ça a fait la une des journaux et le drapeau est cette fois enfin resté à sa place jusqu'à ce que le temps fasse son affaire. 4chan, c'est aussi un champion de la fake news et l'exemple le plus connu, c'est sans doute le Pizzagate. Alors oui, c'est un nom très chelou, mais en gros, c'est une théorie du complot qui est apparue sur 4chan en plein pendant la campagne de 2016 aux États-Unis. Selon cette théorie, des membres haut placés du Parti démocrate américain, celui de Clinton donc, auraient été impliqués dans un vaste réseau de trafic d'enfants. Bon, jusque-là rien de nouveau, hein, les QAnon modernes ont le même genre de théorie du complot, et de façon générale, les gens au pouvoir sont souvent accusés de ça. D'ailleurs, avec l'affaire Epstein, on sait que c'est parfois à raison, mais la petite variante ici, et attention, cette précision, elle a toute son importance, c'est que ce réseau de trafic avait soi-disant son QG dans le sous-sol d'une pizzeria à Washington. Cette théorie, elle est rapidement devenue très populaire sur les forums et elle a fini par être très largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les partisans de ce Pizzagate ont tenté de réunir tout un tas d'indices et de preuves pour justifier leur allégation. Ils sont allés jusqu'à interpréter de manière erronée des mails et des messages sur les réseaux sociaux pour prouver qu'ils avaient raison. Alors que bon, à la base, cette histoire, elle est quand même partie de nulle part. Mais ça allait tellement loin qu'en décembre 2016, un homme armé s'est introduit dans la pizzeria dont il était question, prétendant enquêter sur le réseau de trafic d'enfants. Heureusement, personne n'a été blessé pendant cet incident. Le Pizzagate a été complètement discrédité et démenti, et les médias et les enquêteurs, et même la putain de pizzeria ont tous affirmé et prouvé que tout était absolument faux. That the pizzeria does not have a basement.
That's how deep this goes. Mais c'est un joli cas d'école de diffusion d'une fake news et de l'ampleur terrible que ça peut prendre. Parallèlement à tout ça, la modération est devenue un peu plus sérieuse sur 4chan et forcément, avec les dérapages qui ont attiré l'attention des médias, ils n'ont pas eu le choix que de durcir un peu les règles pour respecter la loi. À cause de ça, des utilisateurs mécontents ont décidé de se retirer de 4chan et de lancer leur propre version 8chan, un 4chan sur lequel on peut faire absolument n'importe quoi et où on peut y retrouver globalement une démographie compris des pires gens sur la planète. 8chan a été créé en 2013 par Frederick Brennan et sa politique de modération était vraiment minimale, donc forcément, au fil du temps, 8chan a été associé à la diffusion de discours de haine, de contenu extrémiste. Enfin bref, si c'est catastrophique, ça se trouve sur ce site. Le point de rupture entre 4chan et 8chan, il était surtout à l'époque du Gamergate, une campagne qui voulait soi-disant exposer la corruption dans le journalisme de jeux vidéo, mais qui a surtout été une énorme campagne de harcèlement de meufs qui travaillent dans l'industrie de jeux vidéo. Cette campagne, elle a commencé sur 4chan et elle a motivé la création d'8chan parce que la modération sur 4chan se chargeait de supprimer les posts à ce sujet. Même pour 4chan, c'était trop. La plateforme, elle a également été critiquée pour avoir été utilisée par des individus avant de commettre des actes de violence. C'est arrivé plusieurs fois que des utilisateurs de 8chan soient associés à des tueries de masse aux USA, ailleurs dans le monde. Par exemple, en 2019, Brendan Tarrant, un extrémiste australien auteur du massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a fait 50 morts, avait annoncé ses intentions sur 8chan et posté un lien qui renvoyait vers le Facebook Live de la tuerie. Face à ça, Frederick Brennan a demandé la fermeture du site. I sometimes regret setting up 8chan, especially because the current administration is so poor and they make it totally indefensible. Et en août 2019, 8chan a été mis hors ligne une fois que leurs fournisseurs de services, parmi lesquels Cloudflare et Voxility, aient mis fin à leur soutien technique en réponse à la fusillade d'El Paso au Texas. La fusillade d'El Paso s'est produite le 3 août 2021 dans un supermarché où un tireur armé a ouvert le feu en tuant 23 personnes et en blessant de nombreux autres. Le tireur a été identifié comme étant Patrick Crusius, un homme âgé de 21 ans qui a été arrêté par la police sur les lieux de la fusillade. Peu de temps avant l'attaque, il avait publié un manifeste raciste en ligne dans lequel il exprimait des idées suprémacistes blanches et faisait référence à une invasion hispanique du Texas. Les autorités ont qualifié l'acte d'acte de terrorisme intérieur motivé par la haine. Évidemment, sans surprise, ils postaient sur 8chan. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des relances, c'est pas si facile de supprimer des trucs sur internet. La relance la plus connue, c'est 8kun. Comme 8chan, 8kun est connu pour avoir des sections dédiées à des sujets controversés et potentiellement offensants. Bon, 8kun a évidemment aussi été mêlé à tout un tas de polémiques, des théories du complot, machin, enfin bref, pour eux c'est comme un lundi. Le site est régulièrement supprimé, mais il renaît toujours de ses cendres. Et attendez, parce que c'est pas fini! Parce qu'il existe encore un truc encore plus sombre, mais cette fois-ci disponible que sur le dark web, qui s'appelle 16chan. Alors là, c'est vraiment la fin de l'humanité. Les sujets abordés sur le forum sont évidemment criminels, d'entrée. On passe du trafic de drogue et d'humains tranquille. Et c'est pas juste des conversations, mais c'est souvent des impulsions pour organiser du bordel illégal. Je vous recommande absolument pas de vous y rendre, sauf si vous avez l'ambition de finir sur une liste de surveillance du FBI et potentiellement quelques traumas de long terme selon ce que vous allez voir. Mais au-delà de tout cet univers bresson, parfois, un jour de pleine lune, ce genre de mecs sont des sacrés génies. On a vu quelques exemples avec Anonymous, mais vous avez sans doute entendu parler du documentaire Netflix Don't Fuck With Cats. C'est une série documentaire en 3 parties qui raconte l'histoire d'un groupe de personnes dont une bonne partie utilise 4chan qui vont traquer un individu responsable de la diffusion de vidéos de cruauté envers des animaux sur internet. Ces gens, ils se connaissent pas dans la vraie vie, mais c'est grâce à internet qu'ils allient leurs forces et se lancent dans une enquête impressionnante qui va les mener à l'identification de l'individu responsable qui s'appelle Luca Magnotta, qui finalement ne torturait pas que des animaux, mais c'est une autre histoire pour un autre jour. Si vous aimez bien les vidéos qui portent sur des plateformes ou réseaux sociaux qui ont fait l'histoire, n'hésitez pas à regarder celle sur Skyblog qui était entre 2006 et 2010 le site le plus consulté en France et qui a marqué toute une génération d'ados.